Merci de participer à ce webinaire sur l'imagerie géospatiale pour les applications forestières. Bon, mon nom est Yann Justo, je suis ingénieur responsable compte géospatial à Excelis. Avant de démarrer, on va prendre quelques minutes pour vérifier que vous accédez correctement à cette session. Donc, tout d'abord, pour vérifier que vous m'entendez correctement, merci de taper juste le mot oui dans la boîte de dialogue, s'il vous plaît. Normalement, vous devez aussi avoir sur votre écran la première planche de la présentation. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir en utilisant la boîte de dialogue. Ok. Bon, donc, nous allons commencer. Donc, cette présentation va comprendre trois parties qui abordent les différentes façons d'utiliser les données et les images pour les problématiques forestières. Donc, dans ce webinaire, nous allons utiliser Envi, Envi LIDAR et Envi Starscape pour manipuler des images multispectrales, LIDAR et SAR. Le but est de vous montrer comment nos outils peuvent être mis en œuvre pour répondre aux besoins dans le domaine forestier. Donc, les trois scénarios que nous allons voir sont les suivants. Le premier scénario, nous allons utiliser une image multispectrale pour voir comment gérer la reforestation dans une zone affectée par des incendies. Dans le second scénario, nous utiliserons Envi LIDAR pour faire une extraction automatique des arbres à partir du nuage de points. Nous regarderons également comment utiliser certains attributs comme la hauteur pour le calcul de biomasse et le volume de coupe. Et enfin, dans le troisième scénario, nous verrons comment utiliser données radar pour gérer la délimitation des zones et la classification. Donc, dans ce premier scénario, nous allons utiliser Envi pour étudier une zone après un incendie. Donc, nous voici dans l'interface Envi avec une image de la zone ouest à proximité de Boulder dans le Colorado. Cette image multispectrale a été acquise en 2008 avant un important feu de forêt. Vous voyez dans l'interface à gauche le gestionnaire de couches qui contient la liste des images visibles dans la vue centrale. Dans la barre de boutons qui est située au-dessus de la fenêtre centrale, plusieurs outils sont disponibles pour naviguer, zoomer ou encore ajuster le rendu de l'image. Donc, ici, nous avons la même image, l'image sur la même zone en 2010, donc après le feu de forêt. Vous pouvez voir au milieu la zone brûlée qui apparaît d'une couleur différente. Avec Envi, il est possible de jouer sur la transparence pour visualiser les différences entre les couches affichées. Donc ici, vous allez voir un enchaînement d'images qui permet de voir ce jeu de transparence entre les deux images. Donc il existe une autre fonction au sein d'Envi qui s'appelle portail et qui elle va permettre d'ouvrir une fenêtre avec le contenu de l'image qui est située en dessous de l'image qu'on visualise. Donc, vous voyez au centre la fenêtre portail et à droite de la fenêtre de vue, vous allez pouvoir voir dans la partie gauche la boîte à outils et c'est des outils que nous allons utiliser par la suite. Donc, ici, nous allons partir d'une image qui a été calibrée par rapport au capteur, mais sur laquelle la correction atmosphérique n'a pas été faite. Je vais vous montrer comment afficher deux images côte à côte pour parler un peu de correction atmosphérique. Donc, tout d'abord, je vais supprimer l'ensemble des couches de ma vue. À partir de là, je vais créer deux vues verticales
Comme vous pouvez le voir, il est possible de créer jusqu'à 16 vues, donc 4 par 4. Donc ici, une fois que j'ai 2 vues, à partir du Data Manager, je vais pouvoir voir la liste des différents fichiers qui sont ouverts. Donc je vais charger la composition colorée infrarouge de la même image avant et après avoir appliqué la correction atmosphérique. Donc ici, ce que vous pouvez voir à gauche, c'est l'image avant la correction atmosphérique et à droite, la même image après avoir fait la correction atmosphérique. Donc souvent on nous dit, et c'est vrai, c'est pas évident à l'œil nu de voir la différence entre ces deux images. En fait, le pré-traitement et la calibration des images sont l'un des étapes très importantes, spécialement si on souhaite comparer les données collectées à des dates différentes. Le but de la correction atmosphérique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de prendre en compte les effets liés au passage des ondes à travers l'atmosphère. Et dans le cas qui nous intéresse, on a fait ça avec une correction atmosphérique rapide avec l'algorithme Quark. Il faut savoir qu'à l'intérieur d'Envy, il existe d'autres algorithmes plus ou moins complexes. Donc, comme les deux vues sont liées géographiquement, on va avoir la possibilité d'afficher les profils spectraux pour un même pixel. Et vous pouvez voir ici que le spectre en réflectance à droite correspond bien à de la végétation, avec l'absorption chlorophyllienne, donc ici, et contrairement à celui de gauche qui lui contient toujours les interférences atmosphériques. Donc pour faire notre étude, nous allons compléter ces images avant et après avec des données supplémentaires. Donc tout d'abord, on va utiliser un modèle de terrain de la zone. Et nous allons également utiliser un polygone qui délimite la zone brûlée. Donc ce polygone provient d'une géodatabase ArcMap. Et en utilisant la fonction GeoLink2Arc, en fait, je vais pouvoir associer la vue Envy à la vue ArcMap pour naviguer et zoomer entre les deux vues. Je peux également glisser et déposer directement les fichiers depuis ArcMap ou bien les importer directement dans Envy depuis la géodatabase. Donc, je vais vous montrer comment on ouvre une connexion à une géodatabase dans Envy. Donc je choisis dans le menu Nouvelle connexion et je vais indiquer le chemin de ma géodatabase. Une fois que j'ai indiqué le chemin de la géodatabase, je vais voir remonter directement dans Envy les limites sur mon modèle de terrain et je vais pouvoir ainsi travailler sur la zone qui m'intéresse. Pour redimensionner les données donc du modèle de terrain à la zone d'intérêt, je vais utiliser l'outil Subset Data via ROI. Donc je choisis le fichier que je souhaite redimensionner et le polygone qui correspond à ma zone d'intérêt. Ici, je vous montre le choix du fichier. Et ensuite, donc, je vais choisir la zone qui m'intéresse pour redimensionner le modèle de terrain. L'image ainsi redimensionnée est affichée. Je fais la même chose avec mon image corrigée atmosphériquement. Et comme vous pouvez voir, dans le gestionnaire de couches, j'ai maintenant 3 couches disponibles sur ma zone d'intérêt. C'est les images avant et après, ainsi que le modèle de terrain. Donc, toujours dans l'idée de la préparation des données avant de faire un traitement, la dernière étape qu'on va faire, c'est la création d'une carte des pentes à partir du modèle de terrain pour identifier les endroits où les pentes sont importantes. Les pentes élevées vont nous indiquer les zones où les risques d'érosion sont importants et potentiellement des zones prioritaires en termes de reforestation. Donc, en utilisant l'outil de modélisation topographique, nous allons pouvoir créer la carte des pentes. Donc, ici, vous voyez dans le modèle le choix des différents éléments topographiques. Donc, nous allons prendre les pentes en degrés. Le résultat de cet outil va maintenant être affiché dans la vue principale. Donc,
Nous allons créer un masque des pentes supérieures à 25 degrés en utilisant l'outil Raster Color Slice. Donc pour ça, nous supprimons la composition colorée par défaut. Pour l'ensemble des pentes, nous allons recréer qu'un niveau pour les pentes qui sont, elles, supérieures à 25 degrés. Voici l'outil Raster Color Slice. Donc on supprime la composition colorée qui, elle, était prévue par défaut sur l'ensemble de la plage de valeur. Et on recrée une seule plage de couleur pour les pentes supérieures à 25 degrés. Une fois qu'on a validé le traitement, on obtient une nouvelle couche qui met en évidence les pentes élevées. Nous verrons qu'on va utiliser cette couche dans les étapes suivantes. Donc, maintenant qu'on a préparé les données, on va pouvoir utiliser un workflow de détection de changement qui est disponible dans Envy. Donc, les workflows Envy, c'est des chaînes de traitement permettant d'accomplir des tâches au moyen d'un assistant et qui fonctionnent par étapes. L'idée principale des workflows, c'est de garantir que le processus est toujours exécuté de façon homogène, ce qui permet d'obtenir des résultats similaires entre plusieurs personnes qui vont réaliser le même type de traitement. Dans notre cas, nous allons importer les images avant et après, ainsi que la carte des pentes que nous venons de créer. Une fois qu'on a choisi les données sur lesquelles nous allons travailler, nous avons la possibilité de les colocaliser de façon à pouvoir faire une comparaison juste entre les pixels. Une fois qu'on a défini ces paramètres de colocalisation, nous avons deux options disponibles. Soit on fait une différence d'image qui correspond à une comparaison bande à bande, soit nous allons pouvoir faire une transformation d'image sur la base d'algorithmes type analyse en composantes principales, PCA, ou MNF, ou ICA. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser un algorithme qui est l'algorithme NBR, qui en fait correspond à une différence d'indice normalisée sur les zones brûlées, et que vous trouvez nativement dans Envy. Pour information, voici la formule de calcul du NBR, donc Normalized Burn Ratio. Donc en fait, il s'agit d'une différence normalisée entre les bandes proches et moyennes infrarouges. Dans notre cas, on travaille sur des images ALI, et donc il s'agit des bandes 6 et 9 pour les capteurs ALI. Donc, une fois qu'on a choisi le ratio sur lequel on a travaillé, il est possible d'appliquer des seuils à l'image, ou bien d'exporter directement les résultats. Dans notre cas, nous n'allons pas appliquer des seuils, nous allons exporter directement les résultats. Nous obtenons les résultats en niveau de gris, ce qui n'est pas forcément parlant. Donc nous allons mettre en évidence les zones fortement brûlées avec une forte pente. Donc, nous allons croiser les informations. Donc pour cela, nous allons faire à nouveau un raster color slice. Vous allez voir en appliquant une coloration par défaut qu'on obtient une carte sur laquelle nous avons les zones qui sont bleues. Donc une fois qu'on a obtenu ce type de carte, on peut soit directement enregistrer les résultats dans la géodatabase ou les réexporter vers ArcMap pour travailler dans son SIG. On peut également enregistrer ces résultats dans des fichiers images ou les mettre dans une présentation PowerPoint. Ici l'exemple, on vous montre, on a généré directement une carte ArcMap au format MXT depuis Envy. Vous pouvez ensuite publier. Donc nous allons prendre maintenant 3 minutes pour faire un petit sondage. Donc l'idée, c'est afin de mieux vous connaître,
c'est de savoir dans les 12 prochains mois le type de données avec lesquelles vous envisagez de travailler. Donc vous pouvez cocher, répondre, vous pouvez aussi aller prendre un café ou autre temps que tout le monde réponde au sondage. Okay. Donc 90% d'entre vous ont voté. Donc voici les résultats du sondage. Vous pouvez voir à peu près le type de données sur lesquelles vous envisagez de travailler. Ok, nous continuons. Donc maintenant nous allons passer sur un deuxième scénario, donc qui lui va consister en utilisant des données LIDAR à faire un comptage automatique des arbres et à extraire des informations sur la biomasse et les volumes de coupe. On profitera également pour voir l'intégration d'Envy LIDAR avec Envy et ArcMap. Et vous pourrez voir ainsi comment mettre en place une plateforme d'analyse de données LIDAR complète sur la base de ces solutions. Donc dans cet exemple, nous allons analyser des données LIDAR toujours à l'ouest de Boulder, légèrement au sud de la zone précédente. Nous allons utiliser Envy LIDAR pour extraire automatiquement les données d'élévation, le couvert végétal et faire des calculs sur la hauteur de canopée et les volumes de biomasse. Donc nous allons commencer par regarder l'interface d'Envy LIDAR. Donc comme vous pouvez voir dans la fenêtre principale, vous pouvez visualiser le nuage de points colorés par altitude. Dans le coin à gauche se trouve une fenêtre de navigation avec une carte basse résolution des altitudes, où la zone que nous sommes en train de visualiser est entourée en rose. La fenêtre de trace en bas donne des informations sur la vue et les processus en cours. La barre d'outils en haut, elle, va permettre de paramétrer la vue et les modes de contrôle qualité. Cela nous permettra d'adapter les produits, les objets et de travailler notre classification. Les fichiers LIDAR utilisés n'ont pas d'informations colorées RGB par défaut, mais s'ils en avaient, nous aurons pu afficher la composition colorée du nuage de points. Donc, une des premières choses que nous pouvons faire, c'est regarder la carte de densité correspondant à ces données, qui nous permet d'avoir une idée de la répartition du nuage de points. Donc, ce que nous voyons ici, ce sont des zones avec d'importantes densités en rouge et de faible densité en vert et bleu. Dans notre cas, sous le curseur de la souris, on a des densités de 32 points par mètre carré. Pour un process automatique d'extraction, 10 points par mètre carré, c'est une densité correcte. Pour l'extraction des surfaces et des modèles de terrain, un point par mètre carré peut suffire. Voilà, et si on était à la recherche des lignes électriques ou d'objets plus fins, il faudrait environ 20 points par mètre carré. Donc, je vais maintenant vous montrer comment configurer les paramètres pour lancer une production.
Donc les paramètres de production sont disponibles dans plusieurs onglets. Ils sont nombreux. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai choisi de produire une orthophoto, des données d'élévation, donc des modèles de terrain, des modèles de surface. J'ai également choisi de faire l'extraction des arbres, et puis j'ai choisi d'autres éléments et différents formats. Je peux choisir soit des formats d'imagerie, soit des formats vectoriels suivant le type de données que je veux produire. Et enfin, j'ai aussi la possibilité de configurer le système de coordonnées dans lequel je veux toutes ces données, sachant que le moteur de projection comprend l'ensemble des projections courantes qu'on utilise dans ces cas. Dans le second onglet, je vais pouvoir limiter ma zone de travail. Je peux soit traiter l'ensemble de la zone, soit définir une sous-zone, ce qui peut être pratique pour calibrer les paramètres. Je peux également importer un fichier de forme, donc un shapefile, si je veux limiter mon étude à une certaine zone. Dans mon cas, j'ai choisi une ligne électrique qui me définit une zone sur laquelle je veux étudier la végétation. La zone ainsi délimitée elle représente la première partie du scénario sur lequel je souhaite avoir un comptage des arbres. Enfin, la dernière étape du paramétrage consiste à affiner ces paramètres de production. Donc, je vais pouvoir définir des hauteurs et des rayons minimaux, par exemple pour exclure les arbustes et ne prendre en compte que des arbres. Je vais pouvoir également définir des rayons minimaux pour empêcher que des pylônes ne soient classés en tant qu'arbres. En limitant les surfaces, je vais pouvoir avoir une meilleure séparation. Il faut savoir que chaque jeu de données est unique et la nécessité de définir correctement les paramètres. Donc une fois traité, je vais passer en mode QA, donc du contrôle qualité, pour regarder les données qui ont été produites automatiquement par NVIDIA. L'ensemble des objets par défaut est affiché, donc je vais pouvoir visualiser les différents objets que je demandais. Et dans la zone de traces située en dessous, je vais avoir plusieurs informations, dont par exemple le nombre total d'arbres, qui dans le cas de ma zone était de 725. Chaque élément peut être masqué ou affiché individuellement en utilisant les différentes cases à cocher situées dans la partie gauche de la fenêtre. Donc ici par exemple, dans la fenêtre qui arrive, j'ai masqué le nuage de points et affiché la surface sous forme de ligne isobase, ce qui me permet de ne voir que les polygones des arbres sur le sol. Je peux aussi afficher par exemple l'orthophoto qui a été produite. C'est une orthophoto produite à partir des données lidar et des points, mais ça permet d'avoir un premier rendu visuel de la couche. Enfin, en mode qualité, je vais aussi pouvoir faire un affichage d'une vue en coupe, ce qui est très pratique. Parce que souvent, quand on a donc des données lidar, c'est qu'il peut y rester des points qui sont non classés ou mal classés. Et en fait, très simplement, avec une vue en coupe, je vais pouvoir sélectionner les points et faire la correction pour corriger. Donc, par ici, vous voyez un arbre au milieu qui n'a pas été identifié. Je vais donc faire la correction. Donc, tout d'abord, je vais cliquer sur l'arbre et je vais choisir dans la fenêtre Nouvelle correction. Ensuite, une fois que j'ai défini à peu près la zone où je voulais localiser l'arbre, je vais choisir donc la possibilité de définir arbre. Et en fait, je vais travailler sur les deux paramètres que sont la taille et le diamètre, de façon à définir mon arbre. Je peux faire ça jusqu'à ce que je sois satisfait de mes modifications. Une fois que j'ai terminé, je relance le traitement et j'obtiens ainsi l'ensemble des produits avec ces points reclassifiés. Donc une fois que j'ai obtenu tous ces produits, je vais pouvoir faire des analyses et je vais pouvoir me servir de ces données pour calculer la biomasse et des volumes de coupe. Donc pour cela, on va passer à nouveau dans l'ENVI. On aurait pu aussi passer dans ArcMap. Donc dans notre cas, je vais charger
les différents produits dans NV. Donc je choisis ce qui m'intéresse. Et je récupère automatiquement dans NV, sur mes couches d'information, le modèle de terrain, les contours et les arbres. Donc la première des choses que je vais faire, c'est utiliser le modèle de terrain et le modèle de surface qui a été généré par NVLidar pour calculer la hauteur de la canopée. Donc dans NV, je vais pouvoir utiliser un outil qui s'appelle BandMath, que les gens qui utilisent NV connaissent bien. Et à l'intérieur de BandMath, je vais simplement créer une expression pour faire la différence entre deux bandes. Et en fait, je vais soustraire les hauteurs du modèle de terrain à celles du modèle de surface, ce qui va me permettre d'obtenir la hauteur de la canopée que je vais pouvoir utiliser ensuite dans le calcul de biomasse. Donc ici, vous voyez le résultat de la différence entre le modèle de terrain et le modèle de surface. Je pense que tout le monde ait vu l'affichage. Ok. Donc, ici, je fais une petite parenthèse pour noter que ces estimations de volume et de biomasse dépendent de plusieurs variables et d'algorithmes plus ou moins complexes. Donc, il y a différentes méthodes. Nous allons vous montrer donc cette première référence qui est un document de Sorin Popescu qui a fait pas mal de recherches et de développement sur le sujet. Donc, les raisons pour lesquelles nous parlons de ce document sont les suivantes. Donc, tout d'abord, le modèle qui est décrit par Sorin Popescu repose sur la détermination du diamètre de la couronne et l'entrée nécessaire à ces paramètres, c'est le CHM. Or, nous venons de voir que nous pouvons le dériver simplement à partir des données du traitement LIDAR. Ensuite, les autres éléments de ce modèle, ces algorithmes qui ont déjà été implémentés en IDL, qui est le langage de base de NV et des modules. Et vous allez voir qu'il est relativement facile d'ajouter ces différents traitements nécessaires au modèle dans NV. Donc voici par exemple une fenêtre de code IDL qui me permet d'ajouter le code du CHM. Donc, comme vous pouvez voir, on va créer simplement une extension. Et une fois qu'on va avoir compilé le code et qu'on va relancer NV avec le code compilé, dans la boîte à outils, dans la partie extension, on va récupérer automatiquement notre outil. Et donc on va pouvoir le lancer sur les données qu'on a obtenues depuis le LIDAR. Donc, vous voyez que vous pouvez simplement, si vous avez déjà des algorithmes, si vous avez déjà des codes IDL de près, les utiliser pour faire vos traitements à intervenir. Je reviens juste sur l'étape précédente pour signaler qu'il y a aussi un site de contribution de code où de nombreuses personnes ont déjà partagé leur extension. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà de code, de nombreuses extensions sont disponibles dans cette banque et elles peuvent vous servir de base pour développer les vôtres. Vous avez l'URL affichée ici. Pour information, voici un autre document sur l'utilisation des données LIDAR pour les applications forestières. Et dans ce cas aussi, on voit que les données sur la taille de la couronne sont utilisées dans le modèle. Donc, vous avez ici aussi notre référence qui peut être utilisée. Donc avant de conclure sur ces données LIDAR, je vous montre le résultat de l'export des produits vers ArcMap. Donc ici, on récupère les différents produits et on les récupère à l'intérieur d'ArcMap, comme vous pouvez voir. Et nous allons pouvoir voir l'orthophoto produite comme couche de fond et le shapefile des arbres, lui, symbolisé par des points verts. Donc quand on ouvre la table attributaire de ces données qu'on vient d'exporter dans ArcMap, on voit qu'on récupère pour chacun des arbres la hauteur et le rayon. Et ainsi, on va pouvoir faire des calculs statistiques sur ces valeurs à l'intérieur de notre SIG. Donc ici, par exemple, une fois qu'on a pris ces différentes valeurs,
on peut afficher des statistiques sur les distributions, sur les différents paramètres. Et donc à partir de l'ensemble de ces données, on va pouvoir appliquer des formules et récupérer des estimations sur des volumes de coupe, comme on cherchait à le faire initialement. Donc, je vais vous proposer un second petit sondage à propos des données LIDAR cette fois-ci. Donc, je vous invite à répondre pour savoir si vous envisagez d'utiliser des données LIDAR dans les 12 prochains mois et pour quel type d'utilisation vous envisagez d'utiliser ces données. Donc, je vous laisse 2-3 minutes le temps de répondre au sondage. Près de la moitié de vous envisage d'utiliser des données LIDAR, et donc on voit qu'une des activités qui est logique sur les données LIDAR, c'est l'analyse topographique et les modèles numériques d'élévation, ainsi que le comptage des arbres et la modélisation. N'hésitez pas à nous contacter si vous travaillez sur ces aspects-là, on peut vous aider. Ok. Donc enfin, nous allons voir un troisième cas d'utilisation avec nos solutions. Donc là, il s'agit des données radar et de l'utilisation qu'on peut en avoir dans les applications forestières. Donc l'utilisation du radar, ça permet par exemple de créer des modèles de terrain ou des cartes de déplacement. Nous allons voir aussi dans notre exemple comment utiliser l'amplitude et les données de cohérence pour avoir des informations utiles pour la gestion des forêts. Et enfin, on peut aussi utiliser les données à des dates différentes pour générer des images de cohérence. Et on peut obtenir dans ces cas-là des choses beaucoup plus précises que ce qu'on peut obtenir avec de l'imagerie optique. Donc ici, le diagramme que je vous présente reprend des exemples de traitements avec des données radar. C'est de ces traitements dont nous allons parler. Avec des données radar, on va pouvoir extraire des informations biophysiques, comme par exemple donc, la hauteur des arbres, le diamètre du tronc, la surface de base, le volume de coupe, le nombre d'arbres par hectare, ces différentes données. Souvent, des données de terrain doivent être utilisées en complément pour extraire ces informations. Et le traitement des données radar va essentiellement vous permettre d'éviter des relevés manuels sur l'ensemble de la zone, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps. Donc, nous allons vous montrer dans les exemples suivants les traitements appliqués pour produire des images de bonne qualité pour l'analyse. Donc ici, c'est un exemple de données Cosmos SkyMed sur l'Afrique du Sud. Donc des données sur lesquelles aucun filtre n'a été appliqué. J'attends que tout le monde ait eu l'affichage. Ok. Donc vous pouvez voir là, sur cette image, en fait on a pas mal de bruit, ce qui est assez caractéristique, et c'est assez difficile d'identifier les éléments. Donc nous allons appliquer un premier filtre pour améliorer la qualité de l'image.
Comme vous pouvez voir, dans ce cas, après avoir appliqué un filtre gaussien, on commence à beaucoup mieux dominer les différents ensembles. Et si j'ajoute un autre filtre de diffusion non linéaire, on améliorera encore le rendu de l'image de façon à encore mieux séparer les éléments. Donc, ici, je vous présentais une image qui, dans ce cas, donc, est une image à l'os. Et c'est une composition RGB qui est faite sur la base des deux polarisations. Donc là, HH pour la bande rouge et HV pour la bande verte. Et la bande bleue, elle est calculée avec un rapport arc-tangente HH sur HV. Donc ici, quand on applique ce genre de composition colorée, la forêt ressort en jaune clair. On peut également voir des parcelles de forêt, comme dans la partie en bas à droite de l'image. Donc en bleu et marron, on voit des zones de coupe ou de plantation récentes. Il faut savoir qu'on peut aussi utiliser ce type d'image pour faire de la segmentation et de la classification. Ce qui est intéressant, c'est que Allos Pulsar utilise la bande L, voilà, et ça permet de pénétrer un peu dans la forêt, car elle a des longueurs d'onde élevées. Un autre effet, c'est qu'il y a de très faibles saturations et des effets de rétrodiffusion assez faibles. Ces données peuvent être corrélées avec des vérités terrain pour établir des volumes de coupe ou des nombres d'arbres par hectare. Ça, on ne pourra pas le faire avec des données Cosmos SkyMed, par exemple, parce que la bande X, elle, ne pénétrera pas assez bien le couvert forestier. Voici un autre exemple. Donc ici, c'est Envisat. Donc, il s'agit à nouveau d'une composition colorée utilisant les deux polarisations. Donc ASAR, c'est un radar à synthèse d'ouverture en bande C. Et il peut fonctionner dans une large variété de modes. Les données en bande C sont plus compliquées à utiliser que celles en bande L, car le signal n'est pas correctement saturé. En général, les données ASAR sont plutôt difficiles à utiliser pour les applications forestières. Ici, je vous présente une composition colorée RGB en Cosmos SkyMed. Et donc, elle vous montre qu'il n'est pas forcément facile d'utiliser les combinaisons polarisées avec les données en bande X. La forêt et les zones replantées ne se distinguent pas bien. Donc, il va falloir trouver un autre moyen d'exploiter les images pour les applications forestières. Donc ici on fait une composition de la même zone. Donc ce coup-ci on va utiliser par contre deux images prises à un jour d'intervalle pour calculer la cohérence. On voit que la cohérence elle est très faible pour les zones de végétation, qui ont une forte. Non, excepté pour les zones de végétation, qui ont une très haute rétrodiffusion. En combinant les différents critères de cohérence et d'intensité, on voit qu'il est beaucoup plus facile de séparer les classes des données en bande X. Donc ici, voici une comparaison un peu de ce qu'on peut avoir avec chacun des trois capteurs. Pour information, l'acquisition a été faite à des périodes différentes. On voit 2008, 2010, 2009. Donc ça peut permettre aussi, en croisant ces informations, d'avoir une idée de ce qui s'est passé d'un point de vue temporel. En 2008, sur l'image à l'os, on voit que la forêt est en place. Sur l'image ASAR, en 2010, on voit la zone en bleu qui indique une zone coupée. Et en utilisant l'image Cosmos SkyMed de 2009, on voit que la zone déboisée est en train de repousser. Ça, on n'aurait pas pu le voir rien qu'avec l'image ASAR. Donc on peut avoir une idée de l'évolution sur cette période de 3 mois. Donc on revient maintenant à la vue globale de la forêt. Donc pour arriver à créer des images, il faut voir qu'avec les données radar, on va avoir pas mal d'étapes de traitement. Donc on va devoir faire des filtres, on va devoir géocoder, on va devoir faire de la calibration radiométrique, de la normalisation. Et donc tous ces traitements-là sont disponibles dans Starscape pour pouvoir vous permettre d'arriver à ce type d'image. Une fois qu'on a obtenu une image qui est d'un bon niveau de
de rendu. On va pouvoir appliquer une segmentation. Très simple, et donc on va pouvoir segmenter pour récupérer les différentes zones et ainsi récupérer les polygones des zones d'intérêt sur la forêt. Une fois la segmentation obtenue, on va pouvoir donc faire la classification, donc à partir de vérité terrain, et donc on va pouvoir classer les différents polygones et récupérer un résultat. Pour info, je vous montre ici le même travail avec l'image Cosmos SkyMed. Donc les traitements pour produire l'image, on retrouve globalement les mêmes. Voilà. Et on voit ici donc la classification obtenue à partir de l'image Cosmos SkyMed, qui est d'un autre type de résultat par rapport. On comparera ce résultat par la suite avec le traitement sur l'image OS. Donc ici, si on regarde toujours la même zone entre une image ALOS et une image Cosmos SkyMed, on voit que dans chaque image, on peut identifier une zone où la forêt a été récoltée. Donc ici, on voit dans l'image Cosmos SkyMed qu'on est sur des couleurs vert et rouge. Dans l'image ALOS, on va retrouver ce même rectangle. Et en fait, là, c'est l'image Cosmos SkyMed qui peut vous permettre de déterminer qu'il s'agit d'une repousse plutôt que d'une zone déboisée. Alors, pour information, on est sur l'Afrique où la croissance des arbres est relativement rapide. C'est 10 fois plus rapide qu'aux États-Unis ou en Europe. Donc on peut avoir des croissances d'arbres aux alentours des 6 mètres par an. C'est ce qui va permettre de voir des changements sur une zone avec des images prises à un intervalle. Ça ne sera pas le cas sur l'Europe. Donc ici, vous voyez les segmentations sur les deux images. Vous voyez bien qu'on ne sort pas les mêmes types de polygones en fonction du type de capteur. Tout le monde va pouvoir. Donc on voit qu'on n'a pas les... Ce qui est logique vu que la résolution des deux capteurs est différente. Et donc ici, je vous montre les résultats des classifications entre une image ALOS et une image Cosmos SkyMed. Donc, pour rappel, les données ALOS sont à 15 mètres, là où les données Cosmos SkyMed sont à 3 mètres. Ce qui peut aussi expliquer les résultats plus détaillés. Donc, ici, un diagramme montre comment extraire des données biophysiques à partir des données SAR. Donc à partir de données auxiliaires qui, elles, proviennent de vérité terrain, vous allez pouvoir faire de l'extraction des hauteurs d'arbres, des volumes, et des différentes données que vous voulez récupérer. Donc pour la création de ces modèles, les règles varient en fonction des espèces. Et, il faut avoir une connaissance des zones et du type d'arbres présents pour pouvoir élaborer les modèles. Là, nous allons voir un dernier exemple sur la Russie, qui montre aussi des résultats d'analyse sur une forêt naturelle en Russie. Donc ici, cette première image présente les résultats d'une classification qui a été faite sur une grande superficie à partir d'images ALOS Pulsar. Et pour arriver à ces résultats, nous avons utilisé une méthode de classification par arbre de décision qui sont disponibles dans l'NB. Ici, vous avez une image qui va vous montrer comment on va pouvoir détecter les changements et les zones déboisées en utilisant la bandelle d'ALOS Pulsar. Donc, vous pouvez voir ici les zones déboisées récentes en couleur taupe beige dans cette image. Ici, on va vous montrer qu'on peut détecter les changements et les zones déboisées en utilisant cette bande. Donc, on arrive à des résultats, là aussi en termes de classification avec les différentes zones. Donc, si on utilise une série multitemporelle, on va pouvoir extraire les zones de coupe en fonction des différentes périodes. Et on va pouvoir élaborer ce genre de cartes sur lesquelles on est capable d'expliquer à quel moment la zone a été coupée.
Donc ici nous avons différentes teintes rouges et marron pour les zones de coupe. Mais on n'a pas toutes les informations nécessaires dans ce genre d'image. Par exemple, ici on ne peut pas voir s'il y a des arbres dans les zones déboisées. On va savoir qu'elles sont déboisées, mais la résolution ne permet pas de savoir s'il y a des arbres. Et en général, les forestiers laissent un certain pourcentage d'arbres. Donc en utilisant là une image à nouveau Cosmos SkyMed, qui a une résolution plus fine, on va pouvoir identifier ces arbres sur les zones déboisées. Donc on pourra ensuite utiliser ces données pour calculer le pourcentage d'arbres laissés dans les différentes zones déboisées. Donc ici vous voyez le résultat de la segmentation sur l'image Cosmos SkyMed. Vous pouvez faire une classification. Donc ici, on va récupérer des objets vectoriels qu'on va pouvoir travailler d'un point de vue statistique pour déterminer ces pourcentages. Donc un dernier exemple de segmentation, toujours pareil sur ces images radar, pour vous montrer la possibilité de mettre en évidence dans des zones relativement difficiles les arbres et de pouvoir faire des comptages. Donc je vous remercie tous pour votre attention et votre participation, en espérant vous revoir bientôt pour d'autres webinaires. Et tout de suite, si vous avez des questions, nous sommes ravis d'y répondre.